Aujourd'hui, les équipes de développement augmentées par l'IA produisent du code à une vitesse jamais vue. Pourtant, cette accélération crée un nouveau goulot d'étranglement que la plupart des directions IT n'ont pas anticipé. Le problème, on adopte l'IA côté dev, mais les équipes DevOps restent en sous-effectif chronique. Résultat, plus de code généré, mais toujours autant de friction pour le déployer. La fausse piste de solution, c'est penser qu'ajouter un nouvel outil va résoudre ce problème. La vraie piste de solution, c'est de transformer vos DevOps en orchestrateurs d'agents. Pour en parler, nous avons interviewé Victor Langlois avec Fabien Castel, expert DevOps chez Exabrica. Victor a traversé chaque génération d'infrastructures, du bar métal en environnement secret défense chez Technicatom, au Kubernetes multi-agent chez ITSF, la holding de Xavier Niel, où il a industrialisé le CI/CD pour 80 microservices et plus de 100 développeurs. Aujourd'hui, Victor construit des agents IA DevOps qui capitalisent sur ses 10 ans d'expérience terrain. Dans cette interview, vous allez découvrir ce qu'est concrètement un agent IA DevOps et ce que ça change dès demain pour vos équipes. Les risques réels, comme le prompt injection et les hallucinations, et comment s'en prévenir. Comment l'IA peut enfin réconcilier Dev et Ops malgré les objectifs contradictoires. Et surtout, la formule pour démarrer. Forte douleur, faible risque, le premier succès qui déclenche tous les autres. Et comme d'habitude, si vous n'avez pas le temps de regarder cette vidéo en entier ou de prendre des notes, nous avons préparé un guide résumé de cet épisode. Le lien est en description. Victor ? Oui. Pour toi, quel est le point qui est mal anticipé par les directions IT avec l'adoption de l'IA par les équipes de dev ? Pour moi, c'est de le voir comme un outil en plus. En fait, de se dire c'est une nouvelle technologie, je vais l'utiliser, c'est un autre outil qu'on met à disposition qui va venir alimenter toute cette chaîne d'outils qu'on a et va permettre de résoudre le problème. C'est aussi ce qui se fait avec le DevOps, de passer au-delà la partie qui va être culturelle, qui va être compétence, qui va être adoption. Donc il faut vraiment le voir comme une nouvelle façon de repenser ou de modifier tout le cycle de développement actuel en fait. C'est vraiment ça souvent faut souvent focus sur l'outil ou la nouvelle technologie en se disant que ça va résoudre des problèmes qui vont être structurels, qui vont être peut-être d'organisation, qui vont être d'adoption, parce que c'est hyper important de pouvoir voir l'existant et en fait que ça s'intègre déjà à ce qui est fait, que ça puisse modifier ou améliorer certaines choses, mais de réfléchir déjà et de le voir vraiment c'est comme un changement de paradigme en fait dans tout le cycle de développement. Donc pour toi, Victor, un agent IA DevOps, c'est quoi concrètement ? Un agent IA DevOps, c'est vaste. Si on définit un agent tel quel, faut le voir comme on va dire un système autonome qui va être capable effectivement de comprendre, de prendre des décisions, de faire des actions et d'avoir un retour sur ce qu'il a fait pour pouvoir raisonner et réopérer, ce qu'on appelle le React. Et c'est vrai qu'un agent IA DevOps, faut le voir comme un ensemble d'agents ou de sous-agents qui vont permettre, en fin de compte, d'accélérer le cycle déjà actuel du développement de logiciels et qui vont venir se mettre à chaque fois comme une glue un peu sur chaque process pour venir accélérer, pour venir améliorer, sécuriser tout ce cycle qu'on a déjà actuellement. Donc c'est vraiment tout un ensemble d'outils plus ou moins autonomes, on verra comment on peut l'adopter, comment le mettre en place, qui vont justement permettre aux développeurs, aux ops, comme on veut faire avec le DevOps, de résoudre les silos, et sur la sécurité à jamais oublier, de pouvoir justement un peu aider tout ce concept-là à être plus fluide, plus autonome, et à être plus dans le changement justement de casquette on va pas utiliser un agent, on va le piloter, on va piloter des agents pour leur donner en fin de compte des tâches à faire de telle ou telle manière. C'est un peu comme ça que je vois le terme d'agent IA en fin de compte. Nous allons revenir au podcast dans quelques secondes, mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes capable de mesurer la performance de vos projets IT ? Si la réponse est non, vous perdez sûrement déjà du temps et de l'argent. Ce podcast vous est présenté par Exabrica, une ESN qui aide les directions métiers et IT à exiger du ROI dans leurs projets. Chez Exabrica, nous traitons deux problèmes majeurs, le manque de performance et le manque d'engagement sur vos projets de développement. Trop souvent synonyme de retard et de dépassement de budget. Comment ? En mobilisant une équipe de développement qui s'engage sur le résultat et la performance et en appliquant une méthode éprouvée pour tous vos projets de développement, modernisation et architecture, expérience développeur ou encore cadrage projet. Vous pouvez dès maintenant prendre rendez-vous en suivant le premier lien en description et retrouvez-moi à la fin de cet épisode pour en savoir plus sur notre offre. Allez, on y retourne. Et qu'est-ce qui change pour toi le lundi matin pour une équipe de dev ? Alors, ça va dépendre de ce qu'on implémente par rapport déjà à l'actuel. Mais ce qui pourrait changer, on pourrait imaginer justement un développeur qui vient et qui a
qui a besoin de déployer une nouvelle feature, de tester quelque chose dans un environnement de test. Donc la version ordinaire, enfin la version classique, c'est du coup de faire une demande à l'équipe d'Ops, ou des fois c'est peut-être le dev qui peut, mais ça dépend comment on a implémenté la culture. J'ai besoin dans l'environnement de test, j'ai besoin de déployer ma features, j'ai besoin de voir si effectivement c'est fonctionnel, de faire jouer mes tests, d'avoir des retours sur cette partie-là. Et là, avec ça, en fin de compte, au lieu de créer un ticket, au lieu d'aller voir l'équipe d'Ops, au lieu d'aller voir le DevOps pour avoir cet environnement, on va pouvoir lui donner un peu les clés, mais extrêmement sécurisées. On va pouvoir lui donner les clés en mode self-service. Donc là, on se rapproche un peu de ce qu'on appelle le platform engineering, où en fin de compte, le développeur, il va pouvoir, de son plein gré de lui-même, pouvoir dire, voilà, j'ai besoin de cette feature, il faut qu'on me pop un environnement. L'environnement va être popé, l'agent va lui répondre, va pousser dessus, va faire de l'observabilité, va lui dire qu'est-ce qui se passe dans son application, voire directement lui rapporter, voilà, c'est déployé, voilà ce qui se passe, voilà peut-être les soucis qu'il y a ou que tu pourrais corriger, ou sinon, c'est bien, ça s'est bien déployé, on est OK, c'est validé. Et surtout, ça respecte la sécurité, ça respecte les process internes qu'on a définis. Ça, c'est hyper important. On va pas le laisser faire n'importe quoi. On va l'alimenter, en fin de compte, avec la connaissance de l'entreprise et surtout les process de l'entreprise. Chaque entreprise a sa façon de valider, a son curseur aussi, son curseur de sécurité, a son curseur de DOD, enfin definition of done, de qu'est-ce qu'on considère comme OK, c'est bon, c'est prêt, on peut passer à l'étape suivante. Victor, tu parles d'un agent DevOps, mais on est d'accord que c'est plusieurs agents. Oui. Il y avoir plusieurs agents et chacun aura des missions différentes. Et donc, du coup, ma question, c'est t'as donné l'exemple de popper un environnement. Tu as d'autres exemples? Ces agents DevOps, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Oui, on va pouvoir faire même de l'observabilité. On va pouvoir le faire analyser, quelque chose où il est très fort justement, surtout aujourd'hui avec la complexité qu'on a des infrastructures. On a énormément de data, on a énormément d'informations en parallèle et à faire corréler, ne serait-ce que pour réussir à trouver un bug. On va prendre un exemple tout simple, mais par exemple, on va avoir, on sait qu'il y a un microservice, on sait pas pourquoi, il arrête pas de tomber. Bon, le premier truc, c'est de regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'application. Sauf que si on corrèle avec derrière des logs côté infra, des logs côté monitoring, des fois, ça va être un problème de capacité sur l'infrastructure. Et du coup, des fois, on peut creuser complètement sur le côté appli, alors que non, c'est juste un problème de capa qu'il y a eu à côté. Mais avant de réussir à faire corréler tout ça, ça prend du temps en fin de compte. Oui, et sur ça, par contre, analyser de la data en masse comme ça et réussir à faire corréler avec à tel temps, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, on peut remonter la chaîne et se dire, ah purée, il est là en fait, notre souci, il est bien plus haut que ce qu'on cherchait en fait. C'est ça, génération de docs sur du legacy. Ça c'est parce que c'est vrai que souvent avec cette division entre dev et ops, on sait qu'il y a un point un peu de douleur qui est un peu partout, c'est la documentation. Oui, forcément. C'est primordial, on le sait, c'est hyper important. Parce que personne n'aime le faire. C'est ça, et personne n'aime prendre le temps de le faire. Oui, malheureusement. En général, ceux qui vont l'utiliser sont pas forcément ceux qui doivent la faire, donc ils ont moins cette envie de je vais la faire. Mais c'est vrai qu'on peut le voir souvent, c'est quand une appli débarque sur de la production ou débarque sur l'équipe d'infra ou l'équipe d'ops, on se retrouve des fois avec soit une doc qui a été faite, mais entre-temps, il y a eu 6 mois de dev, il y a eu des fixes, des hotfixes, des trucs. C'est plus du tout l'équivalent de la doc. Là, par contre, ce qu'elle peut faire, c'est du reverse engineering pour aller chercher et pour pouvoir mettre à jour cette doc d'exploitation, pour pouvoir justement mettre en évidence visuelle aussi. C'est vrai que suivant l'architecture, des fois, d'avoir effectivement ce service, il fait ci, ce service, il fait ça. Un schéma où on voit comment ça communique et comment chaque flux est orienté, ça permet de vachement mieux comprendre. Pas que pour du legacy. Hein. Oui, pour aussi de l'actuel. Franchement, même sur une application Greenfield, ça peut être sympa. Oui, clairement. Mais c'est vrai, comme souvent, on parle quand on part de legacy, 0 à... En fait, c'est ça. Le legacy, le problème, c'est qu'il y a des vrais manques, en fait. C'est ça. Donc ça peut combler ces trous dans la raquette qui sont difficiles à combler dans le temps. C'est ça, et c'est vrai que j'aime bien parler du legacy parce que c'est vrai que souvent avec le vibe coding, avec tout ça,
on présente des solutions, on présente des agents IA un peu magiques. Regardez, il arrive à faire une application en 5 minutes. Sauf qu'en fin de compte, oui, ça part de zéro, ça pose les bases, ça va là où on a besoin. Mais par contre, on n'a pas les mêmes prérequis, on n'a pas les mêmes difficultés que quand on est toute une équipe sur une application qui évolue, qui grandit, qui se modifie et qui a bien plus de complexité en fin de compte. C'est pour ça que souvent le cas du legacy, comme il est un peu mis à part, parce qu'effectivement, ça demande beaucoup de travail. C'est pour ça que j'aime bien aussi l'aborder et dire que c'est aussi possible en fait de faire des choses sur du legacy. C'est aussi possible de faire du DevOps ou de l'IA sur même du on-premise avec du VMware où on n'est pas encore sur du Docker on peut aussi faire des choses dans ces environnements-là en fait. C'est juste d'autres façons et ce qui peuvent être plus ou moins complexes. Alors pour toi, Victor, quel est l'impact d'un agent IA DevOps sur la productivité de l'équipe de dev et sur la qualité? Quel gain? J'en vois beaucoup. En termes de productivité, déjà, on va permettre de lisser ou de dénouer ce que j'appelle un peu le goulot d'étranglement DevOps. C'est-à-dire que on va effectivement pouvoir créer plus de code et de qualité, à condition d'avoir une adoption comme sur ce que j'appelle le shadow IA, où en fin de compte, on veut pas dire dans l'entreprise, mais on sait que tout le monde veut l'utiliser, tout le monde va l'utiliser. Et du coup, en fin de compte, on sort des cadres et on se retrouve quand même avec des applications avec du code qui a été généré par IA. Donc, on augmente la productivité du code. Mais par contre, c'est un peu la même chose qu'on a en sécurité où on dit, ça je l'ai vu quand j'étais dans des infrastructures secret défense, on coupe Internet. Vous avez pas Internet, vous avez rien. D'accord. Ça, mais il était mis au max. Qu'est-ce qui se passait? C'est que les gens prenaient leur téléphone, partage de connexion, tac, il n'y avait pas encore les bonnes GPU, les bons trucs. Et puis, en fin de compte, au lieu de sortir par un chemin prédéfini, limité, où justement on a le contrôle et on peut voir, c'est qu'au final, ça se retrouve dans un truc complètement sauvage qui est complètement en dehors de notre scope. Donc, il y a un gain, oui, c'est effectivement, pour revenir à la question de productivité. On produit plus de code. On peut produire du code de meilleure qualité si on le fait bien. Parce que justement, on va pouvoir intégrer rapidement quelque chose qui souvent vient à la fin, qui est la sécurité. Mais là, avec justement ces possibilités, avec un agent qui va identifier très rapidement des failles de sécurité, qui va suggérer des corrections ou des améliorations, du coup, on peut produire plus et mieux. Et aussi, on va pouvoir réduire d'un côté humain les frictions qu'il peut y avoir entre les différentes équipes. Parce qu'on a un peu un socle commun, on a un peu un langage commun, on répartit la complexité des tâches et on arrive en fin de compte à donner par exemple à un dev des capacités de faire de l'ops ou de comprendre ce que fait l'ops et vice versa. Donc je trouve que ça permet justement ce qu'est normalement la culture DevOps au départ, qui est de casser ses silos et de reconnecter. Là il vient encore plus en espèce de, on peut voir ça en médiateur. Un médiateur qui est un peu en ok, là si vous voulez faire ça, voilà ce qu'il faut faire. Bon, je le fais, mais même s'il le fait pas, il sait du coup. Donc indirectement en fait, ça nourrit en fin de compte. Ça nourrit. Il y a la partie charge cognitive. C'est vrai que de pouvoir déléguer des tâches qui vont être à moindre valeur ajoutée, ça va permettre justement au développeur à rester dans sa zone de génie. Et c'est là où il va pouvoir justement briller, où il va pouvoir du coup penser quelle fonctionnalité utilisateur je peux penser, comment je vais la penser, comment je l'intègre, comment je fais ce genre de choses, plutôt que je dois faire ça sur 27 fichiers ou 100 fichiers, je dois modifier ci, mince c'est vrai qu'on a ce linting qui a changé donc Et la charge cognitive est un vrai point, c'est-à-dire on essaye de dire aux développeurs, essaye d'être piloté par impact, réfléchis à l'impact que ce que tu es en train de faire au niveau de ton code par rapport à l'utilisateur, par rapport à l'entreprise, etc. Mais l'environnement technique est d'une complexité très forte et de plus en plus forte dans le temps, et de plus en plus de contraintes de performance, de sécurité, de qualité de code, etc. Penser à tout, c'est très difficile. C'est là où peut-être avoir un petit peu d'assistance pour que de temps en temps, parce qu'on est faillible,
d'avoir quelqu'un, tu sais que si jamais il y a quelque chose qui est mal pensé, il est capable de te dire attends, il y a peut-être un problème au niveau de la qualité de ce que tu es en train de faire parce que ça suit pas les guides et les guidelines des entreprises. Sur ce niveau-là, tu es censé implémenter avec ce pattern-là ou utiliser plutôt ce framework ou ne pas oublier que d'un point de vue de sécurité, cet élément-là, tu l'as pas vérifié, donc il y a peut-être quelque chose à vérifier, à rajouter. C'est quelque chose qui rentre un peu dans l'indispensable dans le futur parce que lié à l'augmentation de cette charge cognitive, de cette complexité des systèmes et du nombre de technos et d'éléments techniques multiples que tu dois manipuler en même temps, quoi. Oui, c'est ça. Et surtout de répondre en fin de compte, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un besoin de délivrer rapide. Enfin, pour rester compétitif, faut délivrer. Exact. Mais du coup, des fois, on va rester sur des fois, c'est au détriment d'autres choses. Ça va être au détriment des fois de la qualité, de la sécurité. On va faire l'impasse pour justement pouvoir rester dans la course, en fait. Et c'est là où justement d'avoir un allié ou des alliés sur lesquels s'appuyer pour ces parties-là, pour moi, c'est vraiment le cœur, en fin de compte, de l'implémentation des agents IA, en fait. C'est là où c'est vraiment, ils vont pouvoir exceller, ils vont pouvoir aider, justement, sur cette partie. Et quel changement côté exploitation support? Il y a eu des très, très grosses possibilités. Donc, on va notamment, pouvoir, en termes de support et d'ops, donc là, on va intégrer la partie support. Déjà, on va pouvoir mettre des choses assez rapidement et simplement en place, ne serait-ce que pour pouvoir rendre les choses plus digestibles. On va dire, ne serait-ce qu'en partie de documentation, en partie de connaissances. Donc, à travers, et pas des choses très compliquées, à travers la mise en place, voilà, de l'ingestion d'une knowledge base, où on a toutes nos docs, que ce soit sur Confluence ou quoi que ce soit, qui est un agrégat un peu de toutes les données d'entreprise, de pouvoir les mettre à disposition à travers, je sais pas moi, ça peut être un chatbot, ça peut être directement dans le Slack. Enfin, on peut justement, au lieu de fournir, même je pense à un collaborateur qui vient d'arriver, qu'il faut faire monter en compétences et qu'il faut intégrer dans l'entreprise, le onboarding qui des fois peut être extrêmement long et au final coûteux en fait, de pouvoir en fin de compte lui donner une interface digestible tu peux lui poser des questions, il peut t'accompagner au quotidien quand tu es en train de bosser, et au lieu d'être devant un document, de lire des lignes et des lignes et des lignes et d'essayer d'ingérer ça, on peut même le mettre avec justement une espèce de, on pourrait appeler un pair programming, mais sur ce qui se fait dans l'entreprise, où il va avoir un assistant qui va le guider. Non, tu vois, dans l'entreprise, normalement, nous on fait pas ça. Voilà, si tu veux en savoir plus, regarde dans cette doc, il y a ça, en citant les documentations. Et là, accompagner justement toute cette onboarding, aussi répondre au support, que ce soit du N1 ou N2, ou même de classifier la demande. C'est vrai que pour avoir été dans des boîtes où justement les tickets peuvent pleuvoir à l'appel, c'est vrai que en termes de temps passé, ne serait-ce qu'à identifier les tickets qui doivent être résolus rapidement, pas rapidement, niveau de complexité, quelle équipe exactement. Donc c'est pour ça, en général, on fait un N1, un N2, un N3, on met des niveaux. Ça, réussir à identifier la complexité de la demande par rapport à l'infra actuel ou même par rapport à, moi, ce que j'aime beaucoup et que j'implémente souvent, c'est si je découvre une erreur, si je découvre, il s'est mal passé quelque chose, normalement, on est censé faire un Rex. Donc c'est comme la documentation. En général, on est appelé tout de suite par autre chose, on le fait, mais pas non plus extrêmement bien. Sur ça, l'IA, elle est parfaite parce qu'elle va avoir toute la data, elle va réussir à condenser ça. Et moi, je fais des fiches de rapport. Et en fin de compte, on peut voir, par exemple, au niveau du support, s'il y a une demande qui arrive, on voit qu'effectivement, elle a déjà été résolue de telle ou telle façon. En fin de compte, là, l'agent, il va pouvoir directement envoyer la solution ou même peut-être lui opérer derrière. Et si jamais on peut monter en complexité, des fois, on va pouvoir identifier aussi des patterns où justement, nous, on arrive à la fin de la boucle où on a le ticket, où on a l'incident. Mais sur le temps, on peut aussi sortir des métriques et des analyses où là, l'IA va pouvoir nous aider à voir. On a quand même très souvent ce type d'erreur.
il faut qu'on voit c'est quoi la route cause en fait. Pourquoi on en arrive là, et au lieu de passer je suis le pompier, je vais éteindre le feu et je cours dans tous les sens, c'est non, je vais aller plus haut, je vais aller voir ce qui se passe, et le feu je veux plus qu'il se repasse en fait. Je veux plus qu'il réapparaisse, je veux plus qu'il soit là. Et ça peut énormément aider, puisque c'est des data sur du long terme, c'est des grosses quantités de data. Et là-dessus, mettre une IA ou des IA, c'est extrêmement puissant. Ouais. On va parler un peu plus tard, je voudrais qu'on parle de comment on démarre, c'est quoi les premiers éléments, c'est quoi les premiers chantiers. Mais avant, si on fait une parenthèse rapide en termes de techno, c'est quoi les grandes technos, les grandes briques technologiques sur lesquelles il faut se pencher? En termes d'IA, vraiment le d'IA pur. Pour adresser ces use cases que tu parles, qui sont très très cool d'ailleurs, qui plaisent beaucoup. Si je veux je commençais à justement avoir des agents sur de la rétrodoc, sur de la revue automatique, sur du déploiement d'environnement, sur de la sur du post-mortem automatique ou ce genre de choses. Toi, si tu as 2-3 recommandations techniques, là, plus techniques plutôt que organisationnelles, tu dis qu'est-ce qu'il faut regarder, est-ce que tu as quelques conseils associés à ça? C'est sûr que on va prendre des risques parce que ça bouge tous les jours, mais les tendances de fond technologiques, qu'est-ce que tu as à partager? Ça va dépendre de pas mal de choses. Moi, je vois toujours l'aspect sécurité. Ça veut dire qu'est-ce qu'on va être prêt à faire sortir, à prendre le risque. Dans quel cadre on est prêt à faire sortir quelles informations. Exact. Et ça, je pense que c'est un point quand même qui est à la base du choix. Si on travaille effectivement sur des données où on se dit c'est pas grave que ça sorte, voilà, que ce soit traité par Anthropic, que ce soit par un modèle chinois, DeepSeek ou ce genre de choses, il y a des choses qui existent et ils ont un peu plusieurs familles. Donc on va avoir ce qui est vraiment la partie on a des assistants dans notre IDE, donc dans notre interface, donc on va avoir du curseur, du copilote, ce genre d'outils. Je crois qu'il y a même Roucode où en fin de compte là vraiment on a de l'IA qui est intégrée dans notre IDE. Donc je développe au quotidien, j'ai un assistant IA, il a mon contexte global de mon code et il peut m'aider à écrire des commits, à proposer des correctifs de code, à générer du code. Donc là, on vient mettre une couche d'IA dans notre IDE. Là, voilà, comme ce qu'il faut savoir, c'est que ça, derrière, ça part sur des modèles. Donc ça va être des modèles curseurs, ça va être traité à l'extérieur. Donc ça peut être aux États-Unis, ça peut être ce genre de choses. Donc à faire attention, qu'est-ce qu'on l'autorise à lire, qu'est-ce qu'on ne l'autorise pas à lire. Parce qu'en général, dans un dossier, on va avoir des secrets, on va avoir des clés API, on va avoir plein de choses qu'on n'a pas forcément envie de divulguer. Et d'autant plus si on commence à être sur de la pré-prod ou de la prod. Et pareil, les data entreprises. Les logs, etc. C'est ça. Donc, parce que ne serait-ce qu'à partir de logs ou à partir de je ne sais pas, même de README, en fin de compte, en termes de sécurité, on peut fournir énormément d'infos sur comment est faite notre infra et quelle technologie on a et quelle surface d'attaque potentielle on peut avoir. Il y a toujours ce truc à garder en tête, mais effectivement, on peut avoir cette famille-là, justement, d'IDE avec connecté un LLM derrière. Il y a les possibilités de l'avoir en auto-hébergé. On peut aussi avoir des choses où on va choisir sur LLM, où est-ce qu'il tourne, quand on va partir sur du AWS, on va partir sur du Azure ou des choses comme ça. On peut aussi connecter ce type d'IA avec intégré dans l'IDE à des choses où on va être déjà plus maître de où ça tourne et où vont mes données et comment elles sont traitées. Après, on a l'autre famille qui est la famille qui a émergé il y a aussi, ça commence à faire un petit peu des CLI où ça va vraiment être dans la ligne de commande. Donc là, on va avoir les Cloud Code, on va avoir les Gemini CLI ou ce genre de choses, où là, en fin de compte, ça va vraiment être un package embarqué et on va pouvoir le faire tourner dans un terminal.
Donc, dans un terminal connecté à notre IDE, faisable, ou sinon dans un terminal pur. Et ça, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir, comme moi, c'est notamment ce que j'utilise pas mal, c'est de l'avoir juste en ligne de commande et de pouvoir le faire interagir justement avec des serveurs, avec des sources externes, des sources internes, le connecter à ce qu'on appelle un RAG, c'est-à-dire une base de connaissances, mais qui a été, pour faire simple, qui a été traduite, on va dire ça, qui a été traduite en langage IA. Donc c'est des vecteurs avec ce qu'on appelle des chunks. Donc ça a été découpé pour réussir à l'aider justement à avoir une connaissance non pas globale d'entraînement qu'elle a eu au départ, mais une connaissance qu'on vient lui donner avec la forme qu'on veut et les informations qu'on veut. Donc ça notamment on peut réduire les risques d'hallucination, ce genre de choses qui peuvent un peu faire peur quand on commence à être sur des trucs, sur des technos très techniques. Justement, tu parlais des risques. J'aimerais un petit peu qu'on y revienne dessus. Donc l'IA, en fait, elle accélère le dev, mais cette accélération, en fait, ça crée des risques. Est-ce que tu peux un peu plus en parler de ces risques? Alors, effectivement, il va y avoir les risques côté sécurité. Donc, quand on parlait, on va avoir ce qu'on appelle du prompt injection. Donc là où, en fin de compte, on va pouvoir, dans notre prompt, pour être simple, faire faire des choses que l'agent n'est pas censé faire au départ. Ou du coup, le pousser à effectuer des actions. Et surtout, si on parle, nous, quand même, d'agents qui vont avoir une place quand même au cœur de l'infra, donc qui va avoir accès justement à des données d'infra, va avoir accès à des logs, va avoir accès à des serveurs, va avoir accès à des choses assez critiques. Donc là, il faut faire attention, voilà, justement, qu'est-ce qui est envoyé, quel prompt est envoyé et comment il est envoyé. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le modèle poisoning, où là, en fin de compte, ça va être quelque chose qui va être une vulnérabilité qui peut être introduite, mais de façon plus, on va dire, plus sournoise. Donc ça peut être fait en empoisonnant la partie entraînement. Je sais qu'il y a des failles qui se font aussi via les RAG, via les infos qu'on met en RAG. On va pouvoir, du coup, par cette fenêtre-là, venir injecter des choses ou venir contourner, en fait, le but de départ. Et après, je vois d'un autre côté la partie risque, on va dire, opérationnel. Comme on parlait des hallucinations, où justement, il va falloir faire attention à ce qu'elle dit, à la confiance qu'on lui accorde. Et d'ailleurs, ça me fait penser à souvent ce concept de qu'est-ce que le modèle est en capacité de faire, qu'est-ce qu'il est vraiment en capacité de faire et quelle est la confiance qu'on va lui accorder. Donc ce seuil doit être pris en compte, et c'est au niveau de l'adoption où, au fur et à mesure, on va, comme dans une relation humaine, apprendre à se faire confiance. Donc il va y avoir des gens qui font trop confiance et qui vont se dire c'est une IA, donc c'est parfait. Et il y en a d'autres qui vont pas du tout faire confiance et du coup, c'est une IA, donc c'est complètement imparfait. Donc il y a aussi ce risque, on va dire, plus opérationnel qu'il faut réussir à faire matcher et à faire adopter aussi. Comment on essaye de se prémunir de ces risques? Alors, donc oui. Donc pour ça, il faut intégrer moi ce que j'appelle les gardiens. On va intégrer de la sécurité un peu partout dans nos étapes. Et là, pour vraiment la partie du coup agentique, on va pouvoir forcer déjà le format d'input qui va arriver à l'agent. Donc on va pouvoir définir par exemple l'arrivée doit être en mode JSON et voilà les éléments possibles et attendus. Donc déjà en faisant ça, on va limiter les choses qui vont sortir hors du contexte. On va mettre de l'audit et des logs un peu partout, l'observabilité hyper important. On est surtout sur de l'IA où il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de données. Donc de pouvoir savoir qu'est-ce qui est fait, comment c'est fait et quand c'est fait. Tracer toutes ces actions qui ont été faites. C'est ça. Et c'est souvent quelque chose qui est un peu oublié. On se retrouve avec une boîte noire. Et ça, pour un ops ou quelqu'un de l'infra, naviguer à l'aveugle, c'est hyper dangereux et c'est impensable en fait. Tout simplement. C'est ce que donc ça, on peut faire pareil pour vérifier les sorties. On vérifie ce qui arrive en entrée, on vérifie ce qui est en sortie. On peut même utiliser ce qu'on appelle
un peu du comment on appelle LLM as judge, où en gros, on va avoir notre agent qui va recevoir déjà une entrée qui va être dans un format spécifique, qui peut être contrôlé aussi, qui ensuite va passer dedans. Là, il va pouvoir effectuer les actions. Donc, ça me fait penser à un point dont on va parler sur les actions, qui est important. Et ensuite, en sortie, avoir déjà des vérifications qui peuvent être en dur, mais on peut aussi avoir un autre agent qui, lui, est dédié sécurité et observation de qu'est-ce qui est sorti du modèle pour justement voir et valider. Et ça, on peut le voir déjà. Je viens d'avoir l'image en tête. C'est pour ceux qui ont déjà utilisé sur Canva AI. Alors, je sais pas si c'est encore le cas. Quand on demandait de la génération d'images, et si on demandait des choses type, voilà, fais-moi quelque chose où il va y avoir du copywriting, où on va faire du McDonald's, du Pokémon, enfin, je sais pas, une carte comme ça, on voit qu'en fin de compte, à la sortie, les images sont générées, mais elles sont floutées, elles sont barrées. Ce qui veut dire que ça, c'est en post, on va dire, en post-production, que ça a été vérifié et qu'on a dit, non, ça, c'est pas bon. Et c'est le même concept, en fait. C'est ce qui va sortir, on va avoir un autre agent ou un autre système qui va regarder non, ça c'est pas bon, il y a un problème, et on va lever une alerte. Et après, quand on parlait justement de la capacité à faire des actions, on va appliquer ce qu'on applique déjà qu'on est censé appliquer dans pas mal de choses, c'est le least privilege. C'est-à-dire pour un agent, on va faire le moindre privilège. C'est-à-dire on va vraiment lui donner ce qu'il a le droit de faire ou la capacité à faire les choses précisément et juste pour un point où c'est vraiment obligatoire. De pas donner trop de droits et voire même donner des droits temporaires. C'est-à-dire qu'on va pas lui octroyer tout le temps tu peux agir sur telle infra ou sur tel serveur ou sur telle chose. C'est à un moment donné, il y a un échange, tu as une validation. OK, on a validé que l'entrée est bonne, on a validé que tu es bien identifié, on fait toute cette sécurité, on donne un token, là tu peux faire ton action. Là, tu donnes ta réponse et après, t'y as plus accès. Donc, pas mal de choses comme ça. Les privilèges les plus petits possibles, c'est quand même une bonne pratique de l'informatique de manière globale. Hein. C'est des choses où avant le développeur était admin du serveur, ça n'existe plus. Et maintenant, en fait, on essaie d'être très le plus fin possible. Et toute la question, c'est comment on opère ça au quotidien d'être le plus fin possible. Ça, c'est une autre discussion. Et après, ce que tu disais en bonne pratique au niveau des agents de vérifier ce qu'il y a en amont, etc. On en a parlé avec Adrien Barré quand on a parlé du métier d'ingénieur IA, justement comment on peut mettre de l'IA dans des applications. Et la problématique est la même, c'est-à-dire dans une application, si l'IA si on n'est pas en maîtrise de ce que l'IA peut générer et montrer à l'utilisateur final, au client, ou comme action qui est fait dans le système, dans l'entreprise, dans une application, pareil, il y a ces mêmes mécanismes. Et en fait, ce que tu dis, c'est vrai pour des agents DevOps ou pour des agents pour aider les devs, mais c'est vrai aussi quand on commence à utiliser des LLM dans les applicatifs. Oui, c'est vrai sur toutes les couches, hein, même les couches on peut voir un peu les plus simples. On a vu des cas de chatbots qui avaient justement délivré des informations qui étaient pas viables ou qui étaient sortis complètement de leur rail. Et il y a eu des procès, il y a eu des choses comme ça avec justement un manque de maîtrise de ce qui sort et de ce qui entre en fait. C'est crucial, surtout dans une technologie comme ça qui est probabiliste en fait, qui a un côté un peu non déterministe où alors on peut contrer ça et améliorer ça, mais pour une même entrée, si on va la jouer 10 fois, on peut avoir 10 sorties différentes. Donc c'est hyper important justement d'avoir ces barrières en fait qu'on va mettre à droite à gauche, et il s'avère que l'IA aide beaucoup à mettre ces barrières et en gros à s'auto-surveiller ou à améliorer sa surveillance quoi. Et tu parlais tout à l'heure des risques d'hallucination. Comment tu ferais pour les limiter ? Alors pour l'hallucination, en termes on va dire de simple et pas coûteux, enfin moins coûteux, le RAG c'est une bonne solution. C'est la notion justement d'avoir une base de données. Quand on parlait tout à l'heure d'une sorte de mémoire externe, on va appeler ça,
qui est dans un langage IA, mais qui va avoir que les datas qu'on veut qu'elle utilise. Donc on peut la contraindre à lui dire, par exemple, si c'est je sais pas, on va prendre un cas de process informatique interne, on va lui dire, tu n'inventes pas, tu te bases pas sur tes modèles, sur tes datas d'entraînement un peu classiques que tu as eu à droite à gauche. Non, tu prends notre source de vérité et tu réponds avec cette source de vérité. Et surtout, c'est un cas que j'ai fait là récemment. C'était pour quelque chose de juridique. Et en fin de compte, de chacune de tes réponses, tu vas la sourcer. Tu vas dire cette réponse-là, de quel document elle vient, de quelle ligne elle vient, et pourquoi de toute la traçabilité en fait. Et avec ça, on est sûr que voilà, on va pas avoir, on est sûr, le risque zéro n'existe pas, mais avec ça déjà, on va extrêmement limiter, et en plus on va pouvoir le pousser un peu à faire ce qu'on appelle, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre dans la sécurité, à expliquer son intention. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire quand on veut surveiller la sécurité, c'est de faire exprimer à l'IA quelle est ton intention, de lui faire dire ce qu'elle veut faire ou ce qu'elle va faire et comment elle veut le faire. Et ça, c'est aussi un process sécurité qui est utilisé en fin de compte pour faire des vérifications avant de pousser à l'action. Donc dans ce que tu exprimes, il y a pas mal de choses qui sont sympas pour aller plus loin par rapport à des manques. Par exemple, on a parlé d'ADOC. Voilà, ça c'est typiquement des choses qui peuvent manquer dans les process. Si ça parle à certaines personnes, c'est normal. Ne vous inquiétez pas trop. Vous êtes normaux. Voilà, c'est comme ça. Le monde est comme ça. Et la question que je me pose, c'est aujourd'hui quand même sur la partie DevOps, c'est quelque chose qui peut être un peu goulot d'étranglement dans les entreprises, où soit il y a jamais assez de DevOps, de gens qui ont cette capacité d'aider sur ces sujets-là, soit c'est fait au mieux par certaines personnes, mais pas forcément avec les meilleures compétences, soit pire, c'est-à-dire c'est de temps en temps il y a des éléments limitants, volontairement les ops limitent les choses et donc ralentissent le flux de production, le flux de release, alors que Accelerate a montré que plus on réalisait souvent et meilleur, plus on avait de la performance au niveau d'équipe. Donc déjà dans mon sujet actuel, j'ai mon équipe et je suis DSI et je vois que j'ai mes devs qui souffrent sur ces sujets DevOps. Est-ce que ces agents, c'est une bonne ou mauvaise solution? Est-ce que je dois d'abord régler ce problème-là avant de mettre des agents pour aller plus loin autour de la doc, de la sécurité, etc. Ou déjà sur mes souffrances actuelles, ça peut m'aider? C'est quoi ton point de vue? Alors, il y a des choses très intéressantes. Notamment ce qu'on a souvent en fait, on va pas dire la bataille, mais c'est vrai, le conflit d'objectifs peut-être, entre les devs et les ops. Où, côté développement, on veut délivrer, on veut déployer, on veut accélérer, on veut sortir des choses, on va dire ça. Et côté ops, on veut de la stabilité. On veut que notre infra, elle soit stable, qu'elle bouge pas, qu'on soit pas réveillé à 3 ou 4 heures du mat parce qu'il y a un truc qui a été fait un peu à la va-vite. Donc, on est un peu dans cet objectif de nous, ce qu'on veut, c'est que notre infra, elle soit stable, qu'elle bouge pas trop. Et du coup, il y a vraiment ce conflit qui naît un peu entre les deux objectifs qui vont pas dans la même direction. Le DevOps, la culture est censée améliorer ça. Et je pense que l'IA est un bon moyen pour ça, dans le sens où elle peut être un peu le traducteur ou un peu effectivement le médiateur entre justement les devs et les ops, et pour justement le côté goulot d'étranglement, où c'est vrai que il y a un truc qu'on est de plus en plus en train de voir, c'est que l'IA est de plus en plus adoptée côté dev, donc plus en plus de code est généré, plus en plus de features sont générées, et du coup on a un goulot l'entrée, on a un input qui est en train de grossir. Sauf qu'en fait, au niveau de l'endroit où ça fait mal, c'est que le DevOps ou les Ops ou l'infra, elle reste toujours
on va dire, en minorité ou assez rares, et sont déjà, en fin de compte, en train de souffrir parce qu'il faut déployer vite, il faut accélérer. Et l'IA vient un peu accélérer cette douleur quand on l'utilise que d'un côté. Et la réponse à ça, en fin de compte, c'est de continuer, en fin de compte, dans cet objectif et continuer, en fin de compte, à augmenter toute notre chaîne de développement, et ça passe par le DevOps. Où justement, au lieu d'avoir un DevOps qui est en train de souffrir parce qu'il doit déployer ci, déployer tel env, là il y a un problème à résoudre ici, là il y a un problème à résoudre ça, on le passe justement, on lui change sa casquette. On le passe en orchestrateur ou en superviseur, avec justement un peu comme des ops juniors, voire que pour certaines actions, moi je vois des agents IA opérer vraiment comme des seniors sur certaines actions très spécifiques quand on leur donne. Et en fin de compte, il va avoir cette panoplie et il va pouvoir en fin de compte augmenter ses capacités, traiter plus de demandes, être moins submergé, ne serait-ce que par les tickets de il faut déployer 20 env parce que voilà, c'est bon, le client a signé, il faut que l'appli elle soit sortie, il faut qu'elle soit testée, la feature est bonne. Là en fin de compte, il va pouvoir dédier, il va passer comme dans un premier temps lui faire le côté orchestrateur. J'ai besoin de ça, tu fais ça, OK, je vérifie, tac 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 tac. Et après il y a le niveau après où placer un orchestrateur qui lui dans lequel il aura lui donné ses guidelines, son mode opératoire, comment il veut faire les choses et comment il veut que les choses soient faites. Et c'est cet agent orchestrateur qui va lui répartir la charge entre les autres agents pour faire les tâches. Donc par exemple, voilà, il y a le code qui est arrivé, regarde si le package est bon. OK, va voir dans la registry, d'accord, monte l'environnement pour pouvoir pousser dessus. L'agent qui est dédié à ça, il monte il va vérifier. L'agent observateur, il y va, il regarde tout s'est bien passé. OK, il remonte à l'orchestrateur. L'orchestrateur refait un retour et dit c'est bon, la boucle elle est bouclée, et le DevOps pourra être au-dessus, pourra piloter, pourra valider certaines actions, mais sera plus dans l'exécution. Ce qui fait qu'on va le sortir vraiment de cet aspect je fais les choses, et plus dans l'aspect je réfléchis à comment faire les choses, je suis dans ma zone de génie et j'ai le temps aussi de penser comment je vais optimiser, comment je vais améliorer mon système, comment je vais faire justement pour que tout ce process qui va du code à la prod soit le plus lisse et le plus agréable possible en fait. Et je pense aussi pour les DSI et pour justement ceux qui ont des problèmes pour recruter des DevOps ou même des fois pour les garder, d'intégrer ce genre d'outils où on va justement pouvoir offrir une place qui a moins de charge mentale, qui est plus agréable, qui passe justement d'un exécuteur à un orchestrateur ou un superviseur. C'est un moyen aussi de garder les talents, parce qu'on sait qu'il y a quand même un peu ce truc-là, mais de proposer justement le meilleur environnement de travail justement à un DevOps, c'est aussi un très bon moyen de fidéliser en fin de compte son équipe. C'est la DevOps expérience. Ouais, la DevExOps. DevExOps expérience, je savais pas comment trop le dire. Mais tes experts, en fait, ils risquent pas de se sentir remplacés? Non, justement, parce qu'en fin de compte, c'est, comme je disais, on est sur un changement de casquette, en fait. On est sur un changement de casquette, on est sur, on fait de l'augmentation. En fin de compte, au lieu de le remplacer, parce qu'on n'en est pas là, c'est que le DevOps va prendre la place, justement, de superviseur. Il va pouvoir regarder, diriger, valider. Et en fin de compte, c'est juste lui mettre à disposition un peu comme des super pouvoirs, où ce qui avant faisait qu'il aimait pas faire, d'aller parcourir des milliers voire des millions de lignes de log pour repérer pourquoi l'appli elle est en train elle crache en boucle ou je ne sais quoi. Non, il va envoyer quelqu'un pour faire ça. Ça va lui sortir le jus, donc les choses intéressantes là où lui il a sa plus-value. Il va analyser, donner son expertise et dire ok, c'est ça le problème. Et au lieu d'y passer 2 jours à parcourir tous les logs entre tous les outils, parce qu'on est quand même dans j'avais lu un article, c'est je sais plus comment ils appellent ça, mais le tooling, je sais plus, c'est une gestion de trop de tools, où aujourd'hui on se retrouve avec 20 millions d'outils là il y a mes logs, là il y a mes ci, il y a ça, et cette espèce de switch constant est hyper mauvais pour la productivité en fait en termes d'humain, de rester focus sur une tâche, de devoir sauter entre tous ces outils.
bah là justement, là ça va l'aider. Il va aller chercher ce qu'il faut où il faut et lui ramener à un point central pour que lui réfléchisse, analyse et trouve la root cause. Après, il peut déléguer d'aller la corriger ou pas. Ça va être un niveau après d'autonomie IA et suivant où est-ce qu'on est dans le process. Mais ça va vraiment plus lui donner des super pouvoirs et lui enlever toutes les tâches un peu ingrates et rébarbatives qu'on n'aime pas faire. Je me vois encore passer des jours et des jours à parser du code Java, à chercher quelle librairie a été quelle dépendance est mal importée ou pour essayer de comprendre tout ça et ça s'en donnait mal à la tête. Alors là, à l'époque, il y aurait eu justement de la IOPS ou quelque chose comme ça. Il aurait pu regarder, trouver un pattern, trouver les informations importantes, me les faire remonter. Et moi, je serais resté juge, en fait. Je serais resté juge. J'aurais pu, en gros, utiliser mon expertise ou mon expérience pour dire, c'est ça le problème. Et voilà comment on va le résoudre. Et quel est l'impact sur la relation DevSecOps? Comme on disait, justement, moi, je pense que c'est un super moyen de faire adopter la sécurité en amont. C'est un super moyen d'arrêter de l'avoir en fin de chaîne et de faciliter justement cette intégration et au même titre voilà que la partie entre les ops et les devs, bah la sécurité aussi parce qu'on va intégrer justement de la sécurité as code, on va des policy as code, on va avoir justement toutes ces barrières de sécurité qui vont être là pour détecter mais aussi de pouvoir conseiller un fixe, voire même si on en est au stade où on a validé que les fixes à chaque fois sont bons et qu'on a un bon pourcentage, bah de eux-mêmes fixer en fait, de proposer des fixes. On peut le voir aussi quand on embarque de l'IA directement dans notre pipeline. Parce qu'aujourd'hui il y a un aller-retour, on envoie, il y a notre CI qui tourne, on a notre rapport de sécu, on le lit pas, ça dépend des équipes, mais en fin de compte, ce qu'on peut avoir aussi avec une analyse par exemple SonarCube qui est à l'extérieur, là justement on peut mettre l'agent IA pour justement identifier, faire un rapport de ça et venir s'intégrer, donc soit directement dans le résultat de la CI, soit dans la MR ou la PR sur quel endroit on est, et de pouvoir dire voilà, il y a tel problème de sécu, si tu veux le résoudre, tu peux appliquer ça et ça vient à toi en fait. Et du coup, au lieu d'avoir un espèce on parlait de cette charge mentale, de se dire ah mais c'est vrai qu'il y a eu le truc de sécu, je vais aller voir ce qu'il faudrait que je corrige. En général, il y a un peu le côté procrastination qui s'installe et c'est ouais mais attends on verra parce que là il faut quand même qu'on avance, on verra ça. Puis au final quand on se met dessus, c'est là où ça s'est empilé et c'est là où en fin de compte pour réussir à le résoudre, presque des fois il faut tout déconstruire pour reconstruire. Alors que là si à chaque fois il y a la bonne info, le bon truc qui arrive au bon moment à la bonne étape et qu'on simplifie le plus possible en gros l'adoption et l'utilisation, on va pouvoir intégrer de la sécurité un peu partout comme il faut et avec la bonne dose en fin de compte et pas avoir des moments un peu indigestes de ok c'est cool, on a fait notre dev, on a fait notre truc, maintenant on voit parce qu'on doit passer en prod, on en est comment au niveau sécu et là on audite et des fois on est là c'est la douche froide en disant il y a ça et on se prend 3 mois, 4 mois, 5 mois de retard. Non, parce que ce truc de sécu, il s'avère que ça remonte là et qu'il faut qu'on repense ce truc-là. Tout ce que tu traites le plus tôt possible, le plus en amont possible, c'est là où tu as le plus de performance. Donc j'arrive à comprendre cet axe sur la partie sécurité pour essayer de convaincre aussi les copains de la sécurité du fait qu'on essaie de faire les choses dans le bon sens. Tu parlais tout à l'heure d'un peu de maîtriser ces données, pas envoyer ces données partout. Si on a un autre sujet au niveau de sécurité, c'est un peu ce sujet, je veux dire souveraineté. Je mets des guillemets. Ce principe d'être en maîtrise de l'outillage et des solutions techniques que je mets en œuvre pour pouvoir faire en sorte que ça peut pas me mettre dans des situations difficiles, je vais dire ça comme ça, notamment si on a une boîte française à internationale vis-à-vis d'une boîte américaine, tu vois, il y a au niveau concurrence, ce genre de choses. Bon, qu'est-ce que tu as
est-ce que les alternatives existent? Est-ce que tu as des recommandations autour de ça? C'est-à-dire dire si c'est un point qui est sensible chez vous, vous regardez plutôt avec cet axe-là, ou tu peux me dire que c'est un sujet sur lequel t'as pas encore assez creusé, hein, j'ai pas de souci à ça. Non, il y a des solutions. C'est un sujet assez clé. Notamment, je peux travailler des fois avec des hôpitaux ou des choses comme ça où on a de la donnée client. Il y a des solutions. Il y a des solutions plus ou moins complexes à mettre en place. Il y a des modèles qu'on peut. Après, ça va dépendre notre confiance jusqu'à quel point on la met. Parce que on va avoir chez AWS, on peut par exemple avoir Bedrock qui propose d'avoir leur modèle sur des serveurs hébergés en France avec RGPD, avec SOC, etc. Pareil chez Azure, on peut avoir ces concepts-là. Après, on peut se dire, ok, mais c'est aussi des boîtes américaines, donc potentiellement le Cloud Act, etc. Potentiellement, Exact. Donc, se voir à quel point. Après, si on veut, on peut aller plus loin ou on peut l'héberger soi-même sur son infra. Donc on va prendre du GPU, on va utiliser des modèles type Llama, etc. On va l'héberger chez soi. Par contre, il faut se rendre compte qu'en fin de compte, on n'aura pas les mêmes performances qu'on va avoir sur des modèles type entreprise, etc. qui ont coûté des milliards et des milliards à faire. C'est normal. Pour pallier à ça, on peut réduire en fin de compte la dose d'intelligence qu'on va lui demander. Donc il y a des moyens de faire ça. Ou moi j'ai déjà eu le cas où j'ai développé quelque chose où en fin de compte, sans donner trop de détails, mais c'est un agent qui avait plein d'outils à disposition. Moi je faisais tourner ça sur du AWS avec du Bedrock, etc. Il avait plein d'outils. Et en fin de compte, lui devait penser à quand je reçois ça pour faire telle action, utilise cet outil pour savoir ça, cet outil pour savoir ça, cet outil pour aller checker la base SQL. Enfin, je lui faisais faire ce que fait en gros ce qu'on peut faire dans une application. Je lui faisais faire par l'agent. Ça fonctionnait bien. C'était avec c'était même pas du gros cloud, mais c'était du cloud 3, etc. On a déployé sur une infra en interne, avec un modèle qui avait c'était Llama 3 ou quelque chose comme ça. Au niveau de tooling, il s'en sortait plus. Des fois il oubliait, des fois il faisait ci, des fois il faisait ça. Pour pallier à ça, j'ai enlevé toute une partie de l'intelligence et j'ai redispatché en gros quel est ton rôle toi en tant qu'agent, qu'est-ce que tu vas faire et comment tu vas le faire. Ou alors découper en plusieurs agents avec chacun une mission un peu particulière. Donc il y a des moyens de pallier à ça. Tu spécialises un peu plus tes agents et donc du coup tu vas spécialiser, tu vas rentrer, tu vas lui laisser moins de charges cognitives en fait, moins de choses complexes à faire en fait, où tu vas le guider le plus possible. Donc il y a ça, et après on peut avoir aussi les fournisseurs français, type Mistral, etc., qui eux ont des LLM qui sont en France, qui sont hébergés en France et qu'on peut utiliser. Ça, sur ce point-là, à part avoir moi testé de mon côté, j'ai pas de retour en termes de prod de ce que ça peut donner en termes d'utilisation et d'usage un peu avancé. J'imagine que quand tu es un peu débutant et tu mets en place ce genre de choses, il y a des erreurs peut-être bêtes et évidentes que tu peux commettre. Si tu avais un conseil pour dire il est fort probable que vous fassiez comme ça ou que vous ayez tel élément, regardez-le plutôt comme ça pour faire en sorte que tu fasses pas la même erreur que ce que tu as pu faire toi au début ou d'autres quand on dépose ce genre d'agent. C'est un truc qu'on applique dans l'IT en général, c'est de pas essayer de faire un big bang d'un coup, de pas se dire on va mettre un agent ici qui va remplacer ça, on va mettre un agent ça. C'est vraiment d'y aller, on identifie et pour plein de raisons, que ce soit en termes d'adoption, en termes de charge, etc. C'est de identifier déjà, faire un point sur quel est notre actuel. Ça, c'est extrêmement important parce que je le vois souvent
et ça je le vois depuis très longtemps, que je dois faire de l'automatisation, ce genre de choses, où on veut automatiser la chose, on arrive et c'est ok, c'est quoi actuellement, voilà, vous avez vos data, les processus, les choses comme ça. Ah bah on n'a pas vraiment, et c'est ok, bah faut déjà une bonne fondation quand même, faut déjà une bonne fondation. En posant la fondation, on va identifier voilà un cas d'usage particulier. Le mieux, c'est de prendre un cas d'usage qui a une douleur qui est forte et qui a un risque qui est assez faible. Donc, on va essayer de trouver quelque chose voilà qui répond avec le meilleur ROI, parce que c'est sûr que quand on se lance dedans, si le premier pas c'est un succès, ça donne envie de faire les autres pas, les autres pas et les autres pas. Donc, oui. c'est toujours dans cette boucle de... Toujours viser un premier succès. Je suis carrément aligné avec ce que tu dis. C'est ça, parce que on le voit en termes de, même nous en tant qu'humain, le cerveau aime bien un petit succès, ça pousse à aller vers l'autre et aller vers l'autre. Exact. Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer et qu'on arrive à implémenter au fur et à mesure et à faire ce que l'image que j'aime bien, c'est le crawl, walk, run. Où on commence par ramper, après on apprend à marcher et après on se met à courir. Donc c'est vraiment cette phase comme quand on est bébé où bah déjà on va s'attaquer on va prendre la tâche voilà qui a le meilleur ROI, où on sait qu'on prend pas trop de risques, mais par contre qu'il y a un super gain derrière. Donc réussir à identifier cette tâche et partir sur celle-là. Une fois on l'a faite, on va en apprendre de ses erreurs. Hyper important d'avoir des feedbacks, hyper important de noter qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, sans pour autant être dans comment dire j'ai plus le terme, mais de chercher à qui c'est la faute. Mais ça, c'est un concept clé du DevOps on jette pas la faute. Le but, c'est on a fait une erreur où il y a eu quelque chose, on en tire une leçon. C'est exact. Et du coup, bah voilà. Puis, surtout sur ces premiers essais, il faut le prendre comme une expérimentation avec des choses qui vont marcher, qui vont super bien marcher, des choses qui vont moins bien marcher, et ces choses qui vont moins bien marcher, ça crée de l'apprentissage pour essayer de faire des choses mieux par la suite. Franchement, ce que tu décris, approche produit, approche agile, c'est piloté par quel est l'impact que tu veux avoir. Enfin, c'est ce que tu disais. C'est les bonnes pratiques IT s'appliquent aussi pour ce sujet-là. Il y a même cette même chose, tu le retrouves aussi dans l'organisation au niveau humain, en fait. Quand t'as une énorme tâche à faire, il y a des choses qui te disent, bah voilà, découpe-la en petites tâches, prends les meilleures tâches, et puis hop, t'avances comme ça. Donc c'est sûr que c'est hyper important, et oui, d'en tirer des leçons. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, donc c'est comme ça que le projet va ressortir avec tout un tas de positifs pour aller attaquer sur le deuxième, et le troisième, et le quatrième. Puis après, on passe à l'étape suivante, où d'abord, on met en place, on supervise, on regarde ce qui se passe. Après, on arrive, on donne de plus en plus d'autonomie, du coup, à notre agent IA. On le déploie de plus en plus sur des stacks où on commence un peu à se familiariser avec lui. Et on commence à gagner la confiance avec le process IA, avec les agents qu'on a mis en place. Et après, on peut arriver à un stade, voilà, où on n'est pas sur de l'autonomie, mais presque de la quasi-autonomie. On peut avoir des choses, par exemple, où dans le cycle de développement, on va aller jusqu'à déployer l'application. Il va pouvoir vérifier si ça se passe bien ou ça se passe pas. Si ça se passe mal, de rollback, de revenir, de corriger le temps de ça, et hop, de repartir sur un autre, et d'itérer comme ça, en fin de compte. Ça a commencé petit et avec quelque chose, forte douleur, faible risque, c'est la formule gagnante, ça. Et une vraie douleur, c'est une douleur qui est contournée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils la subissent pas, cette douleur. Ils trouvent des solutions plus ou moins exotiques pour essayer de faire en sorte de contourner la douleur. Ouais. J'ai 2 questions avant mes questions de fin. Première question, Fabien, est-ce que tu as une question qui reste pour Victor? Je voulais parler des indicateurs non techniques que tu surveillerais en fait après l'arrivée du coup d'un agent, pour t'assurer en fait de dire j'ai mis un agent, en fait mon agent en fait fonctionne bien, il m'apporte. Non technique, c'est-à-dire en dehors des classiques doramétriques qu'on va pouvoir mettre en place. Du coup, si on est en dehors justement de cette AP performance avec les doramétriques classiques de temps de recovery, etc., on peut avoir le côté humain aussi, ne pas hésiter à avoir au niveau culturel l'adoption en interne, à
faire des questionnaires, à faire du feedback, à faire des formations, à évangéliser un peu ça. Donc de pas hésiter à voir comment c'est adopté en interne. Je pense que c'est hyper important et comme pour tout nouvel outil, et je pense encore plus avec l'IA, surtout avec un peu toute ce mix de peur qui existe ou de c'est magique. Enfin, on a un peu des gens qui se disent moi, le nombre de fois où on m'a dit non mais il y a juste à donner ça à manger à l'IA et puis ça fonctionne. Et donc voilà, on a un peu tout ce truc là. Donc là, c'est de concrètement avoir des feedbacks de est-ce que c'est comme vous l'attendiez? Est-ce que ça fonctionne comme vous l'attendiez? Est-ce que ça s'imbrique bien dans vos process actuels? Ou est-ce que c'est plus une plaie qu'autre chose? Donc voilà, de récolter au fait auprès de son équipe le niveau d'adoption, le ressenti, donc qui vont être des métriques qui effectivement sont dures à estimer, mais qui sont extrêmement importantes parce qu'au final, on parle technologie, on parle de ça, mais derrière ça reste une structure humaine en fait, ça reste des humains, ça reste une entreprise, ça reste avec toute la complexité que ça implique. C'est la technologie derrière tout ça, c'est des humains qui travaillent ensemble. Donc de savoir leur ressenti, je pense que c'est extrêmement important ça en termes de. Et c'est vrai que c'est pas des métriques purement tech. Donc ma deuxième question, c'était parce qu'après la question j'ai un peu triché. Ma deuxième question, c'est pourquoi il faut bouger, pourquoi il faut démarrer demain sur ce sujet et comment ça va évoluer dans le futur. Pourquoi un DSI doit prendre ce sujet-là au sérieux dès demain matin. J'imagine qu'il y en a beaucoup que c'est déjà le cas, mais pourquoi il faut le faire, c'est ton point de vue, et comment ça va être dans le futur, comment ça va évoluer. Alors en termes de risques, je pense les plus forts, ça va être la perte de compétitivité. Ouais. De toute façon, on le voit. Bon, on a toujours un décalage entre les États-Unis et la France, mais on le voit déjà chez les gros groupes. Là, j'ai pas de chiffres en tête, mais on est déjà sur de l'adoption qui a fait ses preuves et qui démontre des gains assez énormes en termes de performance. Donc le problème, moi, je pense, compétitivité, c'est-à-dire que on est toujours dans un cycle où on doit être le plus compétitif par rapport justement à ses concurrents, etc. Et effectivement, un concurrent qui va adopter l'IA, qui va l'implémenter ou qui va commencer dès maintenant à travailler dessus, va avoir une longueur d'avance. Et le souci, enfin pas le souci, mais le truc avec l'IA, c'est qu'on est sur de l'exponentialité. C'est-à-dire que là, on va être sur je sais pas, une limite qui n'est pas humaine. C'est-à-dire que si on fait une amélioration sur une tâche, et ben il s'avère que cette tâche, au bout d'1 an, elle va être démultipliée. Et en fin de compte, on va prendre un peu un effet boule de neige. Et en fin de compte, à attendre le plus possible, l'effet systémique. C'est ça, on va se retrouver dans une compétition où l'autre aura trop d'avance. Voilà, exactement. On le voit pas trop au début parce que l'écart est pas énorme, mais dans le temps, ça devient exponentiel et là, ça devient hyper dur à rattraper. C'est ça. Et je pense que on le voit arriver. Plein de grands groupes l'ont intégré et ont déjà des résultats assez magique en fait. Assez fou quoi. Il y a ça. Moi je pense qu'il y a la partie, comme je disais, la fuite des talents. Et puis on va le voir, c'est un ingénieur qui aura le choix justement entre une entreprise qui a des process IA, qui a adopté l'IA, qui a justement tout mis en place pour que l'ingénieur reste dans sa zone de génie, puisse se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée, où il prend du plaisir à les faire, où il a plus à subir en fin de compte tous les process, où il a plus à subir certaines choses qu'il déteste, on va dire, dans son métier. Forcément, il va choisir cette entreprise-là aux dépens de l'autre, en fin de compte. C'est le bonheur du développeur, la développeur expérience, on en revient. C'est ça. Ce sujet. C'est un employé heureux, c'est un employé qui reste, quoi. C'est aussi simple que ça. Oui. Puis même au-delà de même s'il quitte pas l'entreprise, si il a trop d'irritants au quotidien, ça peut le peser et ça peut affecter plein de choses.
minimum sa productivité, au maximum la qualité de ce qu'il produit. Donc voilà, et avoir des conséquences. Au-delà des conséquences humaines, mais ça c'est un aspect. On en parlera une autre fois autour d'un café. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas vu ensemble, Victor, sur ce sujet? On a étalé pas mal de sujets. On parlait de la projection dans justement 2 à 3 ans. Oui. Et là, la vitesse où ça va, de mon point de vue, je pense dans 2 à 3 ans, on va justement arriver à un point où en fin de compte, l'IA, c'est déjà même le cas pour certaines entreprises, ça va vraiment être un membre à part entière en fait d'une équipe où on va pouvoir lui dédier des tâches, où il va pouvoir être de plus en plus autonome, tout en restant justement sur ce qu'on lui a demandé de faire et comment on lui a demandé de faire. Mais de plus en plus, il va y avoir ce besoin, il va y avoir cette mutation où en fin de compte, on va devoir se placer en réflexion de comment je le drive, comment je lui dis d'agir et de quelle façon, et du coup de le maintenir, et du coup plus d'être derrière justement sur la partie ingénieria. On va tous un peu avoir besoin dans chacun de ces expertises, avoir besoin d'avoir cette connaissance de ce que on va dire parler l'IA pour pouvoir justement faire un peu cette transmission d'intention, cette transmission de connaissances, parce qu'ils vont être de plus en plus puissants et autonomes. Mais il va falloir les maintenir, il va falloir les gérer, il va falloir les implémenter. Je pense qu'il va y avoir une grosse mutation de ce côté-là. Selon toi, qu'est-ce qui manque le plus aux équipes de développement pour avoir de l'impact? Pour passer de simplement je développe des fonctionnalités à j'essaye d'avoir de l'impact pour mes utilisateurs, l'entreprise. La fluidité. La fluidité. Ouais, je vois bien ça, ou de réussir à raccourcir le temps entre j'ai l'idée, j'ai la feature, j'ai le besoin et j'ai le retour utilisateur. C'est vrai que des fois, il s'écoule tellement de temps qu'en fin de compte, on le voit beaucoup dans les équipes, les gens finissent par mettre en place des features, faire de la technique, on va dire, en oubliant c'est quoi le besoin initial, c'est quoi à quoi ça sert en fait. À quoi ça sert, mais ils oublient qu'au final, derrière, c'est un utilisateur qui a un besoin auquel on veut répondre. Et du coup, effectivement, pour avoir de l'impact, je pense qu'il faut qu'on arrive justement à lisser et à pouvoir assez rapidement faire cette boucle de feedback il y a ça qui est arrivé, il y a telle features, les utilisateurs l'utilisent et voilà ce qu'il en est, voilà comment ça est, voilà ce qui peut être amélioré, ce qui peut être changé, et on a vraiment on ferme notre boucle comme ça. Donc je vois très bien le principe de raccourcir, et donc du coup toi ton principe c'est il y a un manque de fluidité aujourd'hui qui fait que mécaniquement ça prend du temps et c'est morcelé. Enfin, j'essaie de creuser ton point. Oui, c'est ça. C'est que aujourd'hui, on a atteint quand même les infrastructures ou même les process ont atteint un niveau de complexité qui est assez grand, avec beaucoup d'outils, beaucoup de process. Et en fin de compte, ce qui au départ était là pour fluidifier, pour accélérer, aujourd'hui peut être en capacité de ralentir. Et on peut le voir des fois où justement, l'ayant vécu aussi, dans une petite équipe, dans une petite structure, on va avoir beaucoup de performance. Et au fur et à mesure que la structure va grossir, qu'il va y avoir de plus en plus du coup d'employés, des fois on peut voir que la performance elle chute et qu'au contraire, en fin de compte, le fait de grossir, le fait d'être plus nombreux, ça rajoute plus de process, ça rajoute plus de tooling, plus de techniques, et en fin de compte, on est en train de s'éloigner de la rapidité de déploiement, alors qu'on pourrait penser que c'est l'inverse. Alors, ça fait penser à un sujet complémentaire à ce qu'on a dit. On dit toujours, c'est le nombre d'interactions. Il y a les images où on met le nombre de personnes et on fait les flèches entre les personnes. Et on montre que quand on passe de 5 à 6 personnes, ça rajoute beaucoup de flèches, en fait, beaucoup plus
que simplement mettre une. Ça, on met pas une interaction, on double le nombre d'interactions. Et après, quand on passe à 7, etc. Et la question que je me pose, c'est si on commence à mettre des agents IA au milieu, et que dans le futur, les agents IA sont quasiment des membres de l'équipe, est-ce que on va pas rajouter un peu d'interaction complémentaire en plus et rajouter voilà, c'est une question philosophique pour le coup. C'est vrai que ça rajoute des flèches. Ouais. Après, est-ce que ça change pas la convergence des flèches? Est-ce que du coup on passe pas d'un modèle où c'est un peu de partout à il y a des points centraux et c'est orienté vers cela, et c'est eux qui s'occupent en gros de faire un peu le pont entre les interconnexions. Je sais pas, c'est un peu le visuel ce qui m'est venu là. Et puis en plus c'est une réflexion à chaud, et puis une autre façon de voir les choses, on peut se dire aussi pourquoi ces flèches existent, c'est parce qu'on a besoin de réaligner les gens, de communiquer de l'information. C'est plus facile avec des agents, on peut leur dire juste l'information elle est à jour à cet endroit-là, donc en temps réel tu te débrouilles comme tu veux, voilà. Donc ça fait, et donc du coup ça crée ces points de convergence comme tu dis. Donc non, c'est intéressant comme débat. Comment tu fais ta veille, Victor? Alors, il y a la veille classique, on va dire, le LinkedIn avec les grands que je suis, etc. Sinon, moi, j'ai un système. En fait, j'ai un système de veille où, en fin de compte, j'ai un parseur automatique avec qui il y a de newsletters que je choisis, qui m'extrait, en fin de compte, les news intéressantes, qui va me les convertir en format intéressant et qui va me les mettre dans mon Notion, avec des thématiques, avec des estimations de temps de lecture, avec des résumés, et ce qui fait qu'après je l'ai sur mon téléphone, et qu'en fin de compte je parcours mon flux de veille comme ça, où j'ai toutes mes news sous-découpées, avec justement des thèmes, des temps de lecture, et les petits résumés, et je peux très vite voir si une information m'intéresse, du coup je clique, et du coup là je vais voir l'article en entier, je vais voir la news en entière, mais je peux très vite parser, et je suis passé, je pense, de facilement, moi je passais bien 1 heure, 1 heure et demie à faire ma veille, c'est que le matin, genre, en 25 minutes, je l'ai faite, et je suis un peu au courant de tout ce qui se passe à droite à gauche, quoi. Toi, t'es pas le pote d'Alexandre Soyer pour rien, quoi. Non. Il m'a dit exactement la même chose. Par contre, lui, il m'a dit que dans le temps, au final, il n'allait pas forcément beaucoup consommer ce flux de news agrégé, parce qu'il y a aussi le chemin que tu fais. Mais toi, tu l'utilises bien, ton Notion, au quotidien. Ouais, c'est vrai que je l'ai pensé. En fin de compte, on sort un peu du truc, mais c'est vrai que, en fait, moi, j'ai plusieurs agents qui vont être avec des tâches un peu spécifiques, qui vont être connectés à mon Obsidian, qui est donc ma knowledge base, que j'ai moi sur mes serveurs, et qui vont aussi être connectés à mon Notion. Et en fin de compte, tous ces systèmes mis ensemble, je gère mes projets, je gère mes CRM, je gère un peu toute ma vie comme ça. Donc, ne serait-ce que, j'ai un exemple assez rigolo comme ça, c'est qu'une fois j'étais en train justement de développer, donc j'étais dans mon IDE et j'avais besoin de regarder, justement c'était pour aller voir Alex, je devais aller à Montpellier pour le voir. J'ai juste ouvert une petite fenêtre IDE, j'avais mon agent et je lui ai dit regarde-moi, vendredi je dois aller à Montpellier prendre un billet, tu peux me regarder ça et tu me le mets dans mon Notion, je verrai ça plus tard. Et du coup, il m'a ouvert une fenêtre, il est allé, il a pris les infos qu'il fallait, et dans le Notion, il m'a noté, j'avais ma petite note, il faut que tu fasses ça dans tes tâches. Et du coup, j'ai mon tableau de bord de, ok, qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je peux faire. Donc, c'est que mon Notion, c'est un peu, c'est ma partie visuelle, et l'Obsidian, c'est ma partie vraiment knowledge base, où j'ai toutes mes notes qui sont interconnectées avec des métadatas, où je peux réussir justement à manager tout mon business, mes projets, tout ce que j'ai à faire au quotidien, en fait. Je cherche un système pour pouvoir prendre des notes quand je suis en train de conduire en voiture. Si je demande à Siri de prendre des notes, c'est la catastrophe. C'est inexploitable. Je voudrais un système où je suis au volant et je peux dire Siri, vas-y, on va faire une nouvelle note.
et puis je peux commencer à discuter avec et ça me fait quelque chose d'agrégé parce que forcément c'est du brainstorming à ce moment-là. J'ai pas encore trouvé de système parfait. Si t'as une reco à me faire, je suis preneur. Ou si d'autres personnes qui écoutent cette vidéo ont des recos à me faire, je suis preneur, n'hésitez pas. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu conduis en voiture, t'as un peu ton cerveau par défaut qui se met en route. C'est-à-dire, en gros, t'es un peu en pilote automatique. Enfin, il y a une grosse partie en pilote automatique, même si ça a été prouvé que t'es toujours 100% de ta vigilance. Mais ton cerveau, il peut penser à d'autres choses, il peut créer des connexions. Et de temps en temps, je crée des liens entre deux choses. Je dis, ah, purée, voilà, j'ai une idée. Mais au volant, je peux pas m'arrêter pour mon téléphone. Non, hors de question. De toute façon, mon téléphone est dans et pas à portée de main. Mais j'ai possibilité, parce qu'on a tous CarPlay ou autre, de dire, ah, vas-y, Siri, lancer Siri, mais c'est la catastrophe. J'allais prendre des notes dans ces conditions-là. Et elle peut pas t'ouvrir un... Parce que moi, je sais que je le fais, alors c'est pas en conduisant. Je sais que moi, j'utilise pas mal l'app Claude. Ouais. Où, en fin de compte, je lance une discussion, je la mets en mode vocal. Et du coup, si j'ai des idées... Je sais pas si je peux, depuis Siri, lancer Claude. Je regarderai ta piste. Mais en tout cas, je suis preneur d'une piste. Si quelqu'un peut m'aider sur ce truc-là, ça serait hyper cool. Ou sinon, il y a un truc à développer. Franchement, de temps en temps, t'as pas accès à ton téléphone, t'as pas les mains. Tes mains sont prises, tes yeux sont pris, et t'as la voix, et on fait quand même beaucoup de choses en pilotage à la voix. C'est dommage que ce truc-là n'existe pas. Bon, rien à voir. Victor, c'est quoi la dernière série ou le dernier film que tu as vu? Dernière série ou dernier film que j'ai vu? Ouf! Alors, j'ai pas le nom. Si tu me donnes des indices, je peux peut-être t'aider. Ça va être compliqué. Ah ouais? Ouais. C'est avec ma femme. C'est une série chinoise sur une plateforme de streaming chinoise. Et c'est de l'heroic fantasy, vraiment dans le monde un peu chinois. Donc c'est vraiment de la série chinoise avec tout ce qui va avec les légendes, la cinématographie, etc. Et pour retrouver le nom, ça j'avoue, mais en asynchrone, on cherchera le nom, on le mettra dans la description d'épisode. Ouais. Vas-y, je peux te trouver ça. Et toi, Fabien, c'est quoi le dernier film ou la dernière série que tu as vu? Alors, moi, je suis pas du tout série. Le dernier film. Ça me gonfle, du coup, de devoir attendre. Ou alors, quand je regarde une série, je regarde tout d'un coup. Donc, c'est pour ça que je choisis plutôt des séries très courtes. Moi, je suis plutôt à vouloir regarder tous les épisodes d'un coup. Un épisode par semaine, c'est dur. Oui. Et donc, du coup, dernier, tu n'échapperas pas à la question. Pareil, je me souviens plus, et je crois que j'ai même pas fini de regarder la série. Une série portugaise. Voilà, donc regardez des choses qui vous marquent. On retrouvera le nom aussi de ta série portugaise qu'on va mettre en description. Il y a pas beaucoup d'indices, il faut que tu me donnes un peu plus. Ça parle de quoi? C'est policier? C'est quel genre? Comédie? C'est action? Heroic fantasy? Ça t'avait éclaté. Oui. Si tu n'as pas terminé, c'est que c'était nul. Et du coup, Victor et Fabien, vous avez une recommandation. Ok, vous regardez pas beaucoup de choses, mais il y a peut-être des choses qui vous ont marqué. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde demain en film ou en série qui peut être très très cool à découvrir? Parce que moi, je suis preneur de recommandations. Avec tout ce que tu regardes, c'est difficile de te recommander quelque chose. Non, mais peut-être que j'ai déjà vu, mais tu peux quand même être tenté de faire une reco. Gentleman, j'avais bien aimé. Ah oui, très bien. Vraiment série, bon jeu d'acteur, bon... J'aime bien en plus c'est qu'on regarde beaucoup en VO surtout. Au niveau des accents, etc., c'était... Ouais, l'accent anglais est tellement mieux. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois. La même chose. C'est un régal. J'aime bien les séries anglaises parce que t'as l'accent anglais, quand t'as des acteurs anglais. Voilà, c'est un vrai plaisir. Ouais. Un vrai plaisir. Victor, tu as des recommandations de podcasts, de livres, de chaînes YouTube à suivre? Il y a le copain, Alexandre Soyer, de Live Raven Dev, donc voilà, qui a une chaîne YouTube, donc
vraiment de l'IA pour les devs, par les devs. Donc, faire utiliser l'IA pour développer vite et surtout qualitatif. Donc, il y a ça. Ouais. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn si vous voulez des infos sur le DevOps combiné à l'IA ou même le FinOps et l'IA. Et Yes. Deep Learning, j'aime bien aussi. C'est vraiment c'est une plateforme de formation, mais c'est vraiment bien fait et assez pointu en termes d'IA. Donc, on te suit sur LinkedIn. On mettra forcément le lien dans la description de l'épisode. Et puis, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci à tous d'avoir été avec nous sur ce sujet IA et DevOps. Si vous avez des feedbacks à faire à Victor, n'hésitez pas. Vous avez nos LinkedIn, vous avez les commentaires, voilà. Donc on lit ce qu'on nous partage. Il y a pas de souci et on vous fera une réponse. Partagez cet épisode. Il faut le faire connaître. On a besoin de vous aussi pour faire connaître. Ça demande un petit peu de préparation, un petit peu de logistique. Donc du coup, on compte sur vous pour mettre un like, pour mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, pour partager l'épisode, pour le faire connaître. Et abonnez-vous à la newsletter d'Exabricage. On envoie une par mois. Avec souvent une vidéo sympa et 2-3 ressources complémentaires et plein de recos, parce que moi je peux pas m'empêcher de faire des recos, même si Victor et Fabien étaient un petit peu sur la retenue, mais on retrouvera les noms des deux séries. Et j'ai retrouvé, c'est Nazaré, voilà, la mienne. Tu as retrouvé, c'était quoi? Nazaré. Ah purée, mais... Je ne sais pas après, hein. Les acteurs jouent pas très bien. Je sais pas pourquoi j'ai regardé jusqu'à la fin. Hein. Presque la fin. Et je la connaissais pas. Tu vois, tu disais que j'avais déjà vu, mais celle-là, j'ai pas vu. Voilà. Donc, encore merci. Merci Victor, merci Fabien de m'avoir accompagné dans cet épisode. Merci pour ton temps, Victor. Désolé si les cris d'enfants vous ont un petit peu gêné, mais c'est la vie, c'est la vraie vie. Ça prouve que c'est pas un épisode fait par l'IA. Il y a des vrais trucs du monde réel, mais je suis sûr que Guillaume aura fait la magie en post-production. Et à très vite pour un prochain épisode de On part en prod. Un agent IA DevOps, ce n'est pas un outil de plus. C'est un changement d'état d'esprit. Vos DevOps passent d'exécutant à orchestrateur. Pour démarrer, visez une tâche à fort douleur et faible risque. Le premier succès, déclenchez suivant. Et n'oubliez pas les garde-fous. Entrée validée, sortie vérifiée, privilèges minimaux, observabilité partout. IA ne remplace pas vos experts. Elle leur donne des super pouvoirs. Vous avez un projet de développement logiciel stratégique ou complexe? Exabricage, c'est une équipe d'experts seniors intégrés à vos côtés. Nous ne vendons pas des jours hommes. Nous nous engageons sur la valeur livrée. Si ça vous parle, prenons 20 minutes pour en discuter. Prenez rendez-vous en cliquant sur le premier lien en description. Je vous laisse découvrir une autre vidéo qui devrait vous plaire sur l'IA, le craft ou le produit juste ici. Et n'oubliez pas, le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui suivent en part en prod et...